Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Asso Maki, en compagnie de Steven. Hello. Et de Andy. Hello. On a échangé les places pour cette session et je pense qu'on essaiera de changer pour les prochaines, notamment Steven aussi qui sera donc on revient avec vous après plusieurs mois un peu d'absence. On avait hâte de vous retrouver. Juste après cette Coupe du Monde qui s'est déroulée il y a quelques semaines, on est aujourd'hui le 31 juillet. Et donc la Coupe du Monde s'est terminée il y a 2 semaines, je crois. C'est déjà 2 semaines. Et voilà, donc on a un beau programme, on va parler de la Coupe du Monde, on va parler un peu bien sûr de l'équipe de France, de la suite, etc. Il y a plein de news qui sont tombées. Mais juste avant de commencer à aborder le sujet, il y a une nouvelle qui est tombée aujourd'hui sur Chelsea, qui a eu... qui a aujourd'hui été condamné. Et comme on a un fan de Chelsea sur le plateau, voilà, on voulait juste avoir ta réaction en tant que fan sur la... Bah écoute, on s'en sort bien. On s'en sort plutôt bien, sursis. Ce qui est, ça reste décevant parce que ça reste quand même un début de saison. Est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi les sanctions et pourquoi déjà? J'ai pas suivi les sanctions, mais en gros, on a 11,5 millions d'amende à payer avec un sursis, interdiction de recrutement, un classique de toute façon à Chelsea. C'est pour des faits antérieurs, c'est des faits qui datent depuis l'époque Abramovich, où il y a des irrégularités qui ont été constatées sur notre façon de gérer nos agents. Donc c'est du passé et maintenant on se tourne vers l'avenir. On va essayer de régler tout ça le plus rapidement et pas entacher le moral des joueurs, j'espère, parce que c'est une très belle saison qui s'annonce. On est dans 0 compétition internationale européenne. On a le temps de se préparer et donc une saison qui sera forcément positive, j'espère. Mais deg ou pas deg? Très deg, totalement deg. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Oui, non, bon. C'était le passé, c'était la période d'Abramovich, si je me trompe pas. Oui, l'époque on gagnait. Les conséquences de son, comment on appelle ça, de sa gestion du club. Mais on va terminer cette parenthèse et je pense qu'on abordera le sujet lorsqu'on parlera de la Première Ligue et on abordera le sujet de Chelsea, de tous les clubs. Première Ligue, ça va être assez intéressant l'année prochaine pour un prochain épisode. Mais du coup, pour la Coupe du Monde, le premier sujet, c'est bien évidemment le sacre de l'Espagne qui a gagné en finale contre l'Argentine. J'aimerais juste vos réactions globales sur la finale, sur l'Espagne, du match que vous avez vu. Je ne sais pas qui veut commencer. Je veux bien, le football a gagné. Hein. Le football a gagné, mérité. Je pense qu'il n'y avait pas de débat là-dessus. L'Espagne, c'était celui qui avait le meilleur jeu, le meilleur équilibre. Moi, je dirais qu'on a peut-être pu les sous-estimer au fur et à mesure de la compétition face à des équipes qui étaient en bloc bas, qui étaient beaucoup plus resserrées, moins d'espace. Donc on pouvait croire qu'ils galéraient un petit peu, mais bon, ils ont gagné leur match malgré ça, leur jeu fonctionnait. Et en finale, il n'y avait pas d'Argentine en face. Hein. Donc pour moi, c'est un parcours de l'Espagne, un classique, roule sur tout le monde sur la Coupe du Monde, comme d'habitude. J'ai envie de rajouter aussi que l'Espagne, quand même, elle a été dans la partie la plus difficile de l'arbre des éliminatoires. Et franchement, chapeau à eux d'être arrivés jusqu'en finale, d'avoir surtout battu l'équipe de France, parce que je pense que l'équipe de France a été vraiment l'un des grands favoris et battre cette équipe-là, c'était pas facile. Elle a été sous-estimée sûrement et ouais franchement très très beau parcours de leur part. Un seul but encaissé sur toute la compétition. Ça on oublie beaucoup. Moi j'ai même cru qu'ils avaient encaissé plus, mais au final c'était un truc de fou. Ouais, effectivement. J'aimerais comparer ce que tu disais comme d'habitude, mais en fait l'Espagne avait gagné seulement en 2010, il y a très longtemps. Et j'aimerais comparer les deux équipes. Je ne sais pas si vous vous rappelez à peu près des joueurs qui avaient à cette époque-là. Pour vous, l'équipe là qui a gagné en 2026, c'est qu'elle est plus forte que l'équipe de 2010? Je pense que moi, de mon côté, non.
pas du tout. L'équipe de 2010, elle était incroyable individuellement. Il y avait des individualités à tous les postes. Tu avais des Iniesta au milieu, tu avais des Xavi au milieu. En attaque, tu avais Fernando Torres, tu avais David Villa, tu avais Xabi Alonso. Enfin, des grosses têtes quand même. Donc, c'était vraiment une équipe de fou. Mais c'est aussi une équipe pour moi qui correspond à son époque, où des individualités pouvaient vraiment faire briller une équipe. Là, on est plus dans un football moderne où, voilà, comme je vous ai dit, tout au long de la compétition, on a eu des équipes qui étaient très, très resserrées dans les défenses, beaucoup en bloc bas. Je pense que l'Espagne actuelle est bien adaptée au projet footballistique de la suite, quoi, de le futur, parce qu'ils ont des joueurs, c'est pas forcément des individualités, hein, mais c'est un groupe cohérent avec des postes qui sont logiques dans le milieu de terrain. Voilà. Ouais, je sais pas trop en fait, parce que dans dans leurs deux victoires, ils ont toujours été considérés un peu comme des outsiders, que ce soit cette année ou en 2010. Mais par contre, en termes d'âge, cette équipe-là, elle est beaucoup plus jeune. Déjà, ouais. Et même si elle a peut-être pas encore vraiment le niveau de 2010, je pense elle pourrait s'en rapprocher facilement, hein. Il y a encore tellement de jeunes qui sont en train d'éclore là. C'est sûr. Moi, je trouve qu'il y a encore d'énormes talents en Espagne là. Ouais, il y a du talent, mais je trouve que c'est pas le talent qu'ils avaient à l'époque. C'est pas le. Pourtant, t'as Lamine Yamal, Bah justement, il y a que Lamine Yamal un petit peu qui. Barcy, t'as qui aussi? Oui, mais t'as Rodri quand même, il est très très bon. C'est pas. Ballon d'or, Rodri, quoi? Non, je veux dire. Enfin, ce que je veux dire, c'est sur le. Enfin, c'était comme un Real Madrid, les limites. C'est toujours la même chose, un Real Madrid-Barça qui compose l'équipe d'Espagne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'individualité pure et de talent pur, l'équipe de 2010 était largement au-dessus. Là, tu as des individualités, mais c'est des individualités qui s'intègrent beaucoup de leur propre collectif, tu vois. Enfin, Ouais, mais moi je pense que c'est parce que la façon de jouer elle est différente, hein. Je trouve que maintenant il faut beaucoup plus avoir un bloc équipe que Ouais. par rapport à avant. Donc exactement. en fait, par rapport à ça, tu peux pas dire que cette équipe elle est pas meilleure que celle Non, de bien 2010. sûr. C'est pour ça que je dis qu'elle est adaptée à son époque. Oui, Elle est ce que adaptée à j'ai son dit, époque. Ouais. on dit c'est le football qui a changé, donc la manière de jouer. La manière de jouer a changé, donc etc. ils sont très bien adaptés à ça. Ce qui est peut-être pas le cas de la France, par exemple. Qui n'était pour toi pas adapté. Ouais. On va revenir sur la France plus tard. Avant de parler de... Oui, j'aimerais juste aborder globalement la Coupe du Monde, du coup, globale, ce que la FIFA a proposé avec le nouveau format, 48 équipes, plus la pause fraîcheur, le spectacle dans la finale à la mi-temps. Je crois que c'était la première fois qu'il y a eu un spectacle, il n'y avait jamais eu avant. Plein de trucs, l'intervention politique de Trump, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'était la pire Coupe du Monde de l'histoire ? C'était nul, nul. Mais un truc de fou, jamais j'ai vu ça. C'était nul. Pour moi, je sais pas, pour moi, il y avait plein d'irrégularités dans plein de trucs. Enfin, vas-y, Steven, peut-être toi, tu voulais réagir. Non, j'ai pas. C'était nul. Ouais, c'était nul. En fait, je pense que toute la politisation qu'il y a eu derrière, autour de cette Coupe du Monde-là, ça a vraiment gâché ton envie d'assister à du spectacle. Et c'était vraiment dommage, en fait, d'avoir fait ça. Je suis déçu. En tout cas, je pense que c'était la première Coupe du Monde où j'ai regardé le moins de matchs. Et ça veut dire quelque chose aussi. Je pense que c'est globalement, même avec les collègues, on discute, etc. Globalement, il y avait moins d'engouement, il y avait moins de... Bah, c'est aussi les horaires. Hein. Le Qatar, il y a eu des polémiques, mais pourtant, au final, t'as regardé, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi, parce qu'en fait, il y a quand même deux éléments qu'on peut voir. C'est qu'il y a beaucoup de changements de règles déjà. Au sein même, dans le football en lui-même, il y a beaucoup de changements de règles. Donc il y a beaucoup d'incertitudes dans certains éléments d'arbitrage, la gestion des fautes, que ce soit la gestion de certains trucs. Et ça, déjà, je pense que ça a beaucoup impacté certains matchs, qui fait qu'il y a eu des fautes qui n'ont pas été sifflées dans certaines conditions. Même les spectateurs, ils savent plus que ce qui est nouveau, ce qui n'est pas nouveau, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc déjà, je pense que ça apporte une confusion sur le déroulement général des matchs. Donc ça c'était frustrant pour plein d'équipes de base. Après, tu as tout le volet politique, comme tu as dit, tout ce qui tourne autour. Tout ce qui fait que y a beaucoup de business qui a été mis en place. S'il te plaît, la mi-temps de la Coupe du Monde, j'ai jamais vu 30 minutes, s'il te plaît. 30 minutes, j'ai dit, mais attends, mais Justin Bieber. J'ai pas regardé. Chante plus vite, non?
Ça a duré 30 minutes, je me Ouais, suis un même truc pas comme rendu si, compte. si, Ouais, c'était long. Ouais. Parce que franchement, je pensais que la première chose que je me suis dit quand le show il a commencé, j'ai dit est-ce qu'ils vont réussir à Ouais. rentrer dans 15 minutes de pause? Non, mais c'était prévu en fait. Que ça C'était dure prévu, Oui, je oui, savais c'était pas que prévu. c'était prévu. Tu Moi vois. non prévu. plus, je savais pas. Ouais. Ouais. Et je me suis dit, attends, c'est un peu long là. Si vous devez retenir un match de la Coupe du Monde, genre le meilleur match de la compétition, peut-être que comme t'as pas tout vu, mais celui que t'as retenu, qui vous direz lequel. Parce que moi, pour moi, la finale était bof. Je sais pas trop. Très bof. Je dirais Portugal-Espagne, Ouais. je trouve. Portugal-Espagne, le score c'était C'était. Je sais plus c'était quoi le score, c'était 1-0. Oui, mais c'était. Il y avait beaucoup d'espace des deux côtés, ça attaquait, Mhm. beaucoup, ça défendait bien. Tu vois. Moi, je Ouais. sais pas. Après, j'aurais dit Mexique-Angleterre, mais j'ai pas vu tout le match. Après, pourquoi pas France-Angleterre Mais deuxième mi-temps. France-Angleterre, pour moi, Deuxième c'était mi-temps, le deuxième deuxième mi-temps, mi-temps, c'était deuxième la mi-temps. meilleure hype que j'ai eue. C'est la remontada qu'ils ont fait et tout. Ouais, Ah oui, c'était très beau, incroyable. on en parlera après, mais ouais. Vous avez vu le match Argentine-Égypte aussi ou pas? Oui, Parce que- oui, je l'ai vu celui-là. oui, ça aussi, Celui-là, c'était il- pas mal. ouais, Celui-là, il je était l'ai pas mal. Bah, en fait, Typiquement. il est pas mal, mais tous les matchs de l'Argentine, ils se ressemblent en fait. Et donc, du coup, Ouais. je peux pas considérer comme l'un des meilleurs matchs. Attends, c'est là où il y a Enzo Fernandez qui marque ou ouais non Ben, Ouais. 2-0, l'Égypte mène et remontada. Non, Enzo Argentine. Fernandez, c'était contre l'Angleterre. C'était quand Ok. Mais ouais, Et il oui, paraît que c'était c'était le- l'un des meilleurs matchs aussi. Ouais. C'était le truc où t'avais deux actions quasiment similaires, l'autre était hors jeu, c'est ça Ouais. C'est ça. Bonne transition parce que ma question là, du coup, elle va être un peu polémique. Mais est-ce que l'Argentine dans cette Coupe du Monde a été favorisée? Est-ce que Ah. vous pensez que. Bon. Enfin, ouais. Désolé, j'avais beaucoup d'avis à dire. Bah, non, je dirais que peut-être que dire favoriser, ce serait un petit peu présomptueux. Par contre, dire que les matchs de l'Argentine créent de la polémique et provoquent, disons que, et politisent même le match, en fait, qui fait qu'il y aura forcément des irrégularités et des trucs à polémiquer dessus. Ça, c'est vrai. Le fait que l'Argentine gagne propose forcément des matchs à polémique à un moment donné. Favoriser, je sais pas. Par contre, c'est sûr qu'il y aura quelque chose à dire à chaque fois. Pour des raisons Ouais. sombres pour moi. Enfin, Bon, apparemment, officieusement, ce que la FIFA espérait, c'est d'avoir une finale France-Argentine. ok. Donc je pense que déjà, en termes de tirage au sort, l'Argentine a été favorisée à ce niveau-là. Ok. Maintenant, favorisée sur leur match, je pense pas vraiment. Je pense surtout que voilà, t'as Lionel Messi dans l'équipe et les arbitres. Ils favorisent un peu l'équipe de Lionel Messi, mais je pense que c'est pas forcément. C'est pas conscient, tu vois. C'est pas vraiment conscient, mais ce que je veux dire, c'est que il faut le chouchouter un peu, tu vois. Mais Pourquoi donc lui, c'est pourquoi favorisé. Qu'est-ce qu'il veut lui Non, Je suis dégueu. je dirais pas favoriser, excusez-moi. Mais je pense qu'on s'est compris. je Je veux pas pense qu'on assumer. s'est compris. Il y a ce truc, il y a ce voile flou dans les matchs de l'Argentine où tout le monde est en tension. Ouais, moi la stat qui me choque, c'est que sur toutes les interventions de la VAR jusqu'à la finale, jusqu'à avant la finale, Typiquement intervention de la VAR. c'est incroyable de se dire que l'Argentine n'a jamais eu de décision en leur défaveur. C'est ouf. Hein. Je suis choqué. Alors que toi, tu Ah. regardes les matchs, franchement, Ouais, ouais. tu vois plein d'actions où, franchement, si la VAR intervient, il prendrait une Après, sanction. j'ai pas vu. Ça, c'est les seuls J'ai pas trucs fait où les je stats. dirais Hein, que- si je me mets avocat du diable, est-ce que si on se concentre sur d'autres équipes, est-ce que on verrait aussi le même genre de règles, tu vois bon. Mais Parce c'est que ça. là, hein. oui, c'est sûr que l'Argentine est polémique, donc forcément tout le monde va le regarder vers l'Argentine. Mais c'est pour ça- Si tu regardes d'autres équipes. Mais c'est pour ça que je dis que l'Argentine, je ne dirais pas qu'il y a vraiment eu du favoritisme pour l'Argentine, parce que je pense que toutes les équipes ont eu un certain traitement de faveur, surtout les grosses équipes. Et l'Argentine en fait partie, c'est tout. Et Ouais. il y a toujours eu des décisions qui étaient en faveur de certaines équipes, mais ces équipes-là aussi, elles ont eu des décisions en leur défaveur, et pas Alors que l'Argentine. Ok, dans ce sens-là, ouais. Possiblement. Ok, ok. Toi, t'en as pensé quoi, toi Moi, je pense qu'ils ont été favorisés. Clairement. Mais Bon, merci, je vais sortir de ce podcast. FIFA, c'est pas. non, mais moi, je comprends l'Égypte qui en a marre et toutes les autres équipes qui en ont marre de. On aurait dû sortir du terrain. Ouais, t'as l'impression quand même qu'il y a quelque chose. Bon, il y a un peu de ce que dit Steven, c'est qu'inconsciemment, je sais pas, peut-être que. C'est comme pendant les matchs de, je sais pas, Ligue des Champions ou Liga.
Le Real Madrid, l'Espagne seront toujours favorisés face aux petites équipes. Ouais. Peut-être que les arbitres ont ce réflexe en fait. Ou alors c'est une directive. Non, Parce oui, que le bise. après, est-ce que c'est peut-être. Enfin, après en Liga, tu vois, la Coupe du Monde, t'as pas une équipe à domicile, tu vois. C'est différent Oui, un peu oui, en oui. Liga où quand une équipe joue à domicile, c'est très dur pour les arbitres de subir la pression des supporters, etc. Sur le terrain aussi du staff. Mais en Coupe du Monde, tu as quand même moins cette pression-là, je trouve, hein. À moins que vraiment le staff de l'Argentine, il n'arrêtait pas de crier sur l'arbitre pendant tous les matchs, tu vois. C'est possible, hein, parce que c'est des grosses brutes de toute façon. Et du coup, en parlant de Messi, j'aimerais juste faire un petit bilan avant de passer sur un autre sujet. Bilan de sa carrière, là, je pense que c'est sa dernière Coupe du Monde. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut en conclure Malheureusement. Est-ce que la sortie est un peu négative à cause de toutes ces polémiques, ou est-ce qu'on garde en tête quand même Messi, la légende voilà, c'est sacré. Il est sacralisé au summum de son art. Vas-y, je commence. Non, moi je trouve que, en tout cas, il a fait une très très belle Coupe du Monde, lui. Et je pense que c'est lui qui a porté son équipe. Franchement, à 39 ans, mec, quand tu vois les passes qu'il avait, c'est juste n'importe quoi, tu vois. Bah, après, tu vois que son style de jeu, il est complètement différent. Il marche sur le terrain, il va plus faire des grosses courses et tout parce qu'il se ménage. Tu sais que et même malgré ça, tu vois, il arrive à porter son équipe. Donc, franchement. Non, c'est positif. En tout cas, la Coupe du Monde, pour lui, elle a été positive. C'est dommage qu'il n'a pas gagné la finale, mais. Dommage, non, mais. Non, Dommage pour lui. c'est dommage pour lui, pas pour l'Argentine. Oui. Mais oui, si ça aurait pu mieux finir pour lui s'il avait remporté celle-là. Mais franchement, il peut être fier quand même d'avoir atteint la finale. Deux fois consécutive quand même, hein. Et toi? Pareil, c'est le GOAT, hein, absolu, je pense, incontestablement maintenant. C'est très très belle Coupe du Monde. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une Coupe du Monde comme ça. Surtout qu'il joue aux États-Unis quand même. Donc à Miami, avec son pote Beckham. Donc moi, je pensais vraiment pas qu'il allait atteindre ce niveau-là. Je pensais qu'il allait être vraiment moins bon. Après, j'ai quand même regardé ses stats de cette saison. Ça va. Encore en MLS? En MLS quand même, malgré tout. Là, c'est sa saison, du coup, elle n'est pas terminée parce qu'il y a la Coupe du Monde, donc il y a une reprise bientôt. Mais sur la saison d'avant, c'est pas, ça va. Hein, c'est 8 buts pour la Coupe du Monde, hein, ouais. je crois. C'est ça, 8 buts Coupe du Monde, c'est pas mal. Mais ouais, c'est le deuxième meilleur buteur. Je pense même le deuxième meilleur joueur de la Coupe. Troisième, il est au moins dans le top 3 d'une des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde pour moi, je dis. Il atteint la finale, donc je peux pas le mettre. Oui, non, mais pourquoi troisième? C'est qui ton Parce que premier? le deuxième, t'as quand même t'as quand même les gens de l'Espagne. Ouais, t'as qui en Espagne? Ouais. Rodri, tout ça. Et premier, t'as qui? Est-ce que c'est une question? C'est qui? Vas-y. Mais dis le Kicks. Le Kicks. Donc pour toi, Kylian Mbappé est le meilleur joueur de la compétition. Le meilleur joueur de la compétition. Okay. Sans avoir gagné Sans avoir gagné, mais si tu sors une individualité, pour moi, c'est le meilleur de la Coupe du Monde. Ok. Et pour toi, ton classement? Top 3 ou... Moi, j'aurais pas... Comme j'ai pas regardé beaucoup de matchs, je sais pas trop... Enfin... Oui, en fait, Kylian, il serait dans mon top 3, mais je pense que Rodri, tu vois, il serait vraiment le meilleur. Hein. Rodri et Bellingham aussi. Et Bellingham aussi, ouais. Et même si j'ai pas beaucoup aimé le jeu de Bellingham sur cette Coupe du Monde, mais il a été efficace, donc ouais. Moi, c'est là où c'est son jeu le plus abouti pour moi, Bellingham, cette Coupe du Monde. Là où j'ai vraiment vu toute sa palette technique et tactique. Je trouve qu'en fait, comme avec Messi, je le trouve un peu nonchalant de temps en temps, et c'est qu'après qu'il essaie de crâner un peu. Il est efficace. Ouais, mais voilà, tu vois. Et il fait ce qu'il sait faire, hein. Il est bien positionné dans l'axe, son jeu, sait marquer des buts, il sait prendre la balle et dribbler quand il faut. Son dernier but face à la France, incroyable, quand il dribble. Ouais. Bon, après... Franchement, ouais, du coup... Ah oui, c'est surtout... Bouscule un peu, je sais pas moi. Franchement, du coup, ouais, Rodri, Messi, Bellingham, je pense pour moi. Ok. Et Mbappé, il est où dans cette histoire? Top 4, top 5 Top 3, facile. Après, ça dépend des critères. Lui, il prend en compte les titres, le titre final, sûrement. Ouais. Toi, tu prends pas... Ok. Juste avant de passer sur... on va passer sur la France, Focus France. Bilan pour CR7 aussi, un peu comme ce qu'on a fait sur Messi. C'est sûrement sa dernière Coupe du Monde. Il est pas allé loin. Il a fait, je trouve, une mauvaise Coupe du Monde. Le Portugal, globalement, a fait une mauvaise Coupe du Monde aussi. Il n'a pas su jouer avec lui.
Est-ce que c'est un vrai échec, du coup, la dernière de CR7 ? Ouais, c'est un échec, mais je pense qu'il aurait dû juste arrêter beaucoup plus tôt, hein, c'est tout. Je pense qu'il aurait pu soigner sa sortie en étant, même avant sa dernière année à Manchester United, là. Je pense qu'il aurait pu s'arrêter à ce moment-là et c'était bien. Et on est content pour lui, tu vois. Parce que là, moi j'ai trouvé ça super triste de le voir dans cette Coupe du Monde-là. C'est vraiment, tu voyais qu'il essayait, mais ça marche pas. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ouais. Que ce soit dans la tête, que ce soit dans la technique. Tu vois, contrairement à Messi, tu vois que le Portugal, il n'est pas derrière CR7. Et... Bah si, je trouve qu'ils sont quand même nombreux. Non. Par contre, ouais, les matchs du Portugal... en fait, j'ai regardé la Coupe du Monde à partir des éliminatoires. Donc du coup, j'ai vu le Portugal qui s'est fait éliminer. J'ai vu le match. Et ouais, en fait, pour moi, les joueurs du Portugal, ils étaient pas derrière CR7. Mais de toute façon, même s'il était derrière lui, il n'était pas derrière lui-même. Donc... je te jure, parce que même dans sa tête, ça se voyait qu'il y croyait pas. Hein. Mais... Sur les dribbles, sur les passes, ça se voyait. Moi, je pense que sa sélection, elle était déjà forcée. Ouais. C'est le symbole aussi. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait que oui, il aurait, comme tu as dit, il aurait pas dû la faire. Mais oui, l'équipe du Portugal aurait dû changer depuis longtemps. Mais on comprend aussi qu'il a forcé aussi pour essayer de tenter une dernière chance. Ouais, parce que Messi est là. Et parce que Messi est là. Et Neymar. Neymar aussi, annoncé, ouais. J'ai oublié ça. Et donc, c'est un peu forcé. C'est dommage pour lui d'être sorti comme ça, mais c'est une équipe qui était pas capable de... En tout cas, avec son jeu-là, était pas capable de chercher quelque chose. Non, il cherchait ses pieds, comme ça. Il ne l'a pas trouvé. Bon, on espère que pour la prochaine, le Portugal arrivera à se débarrasser de lui et avoir un jeu plus... Faut vraiment forcer, quoi. Mais moi, ce que peut-être qu'il sera à l'Euro, mais franchement... Peut-être qu'il sera peut-être adjoint. Ouais, mais c'est ce que... Je sais plus, on avait parlé. Il aurait dû, pendant cette Coupe du Monde, être assistant coach, tu vois. Ouais. Gérer comme l'équipe il avait fait à l'Euro, en fait, à l'époque. Ouais, à la finale, tu sais, il s'était blessé, bim, c'est lui qui motivait l'équipe, et ils ont gagné sans lui. C'est comme ça qu'il fallait faire. Bon. Aucun respect pour pour petite pause du coup avant de continuer sur la suite. On va enchaîner directement sur l'équipe de France. Notre équipe de cœur, notre équipe pour lequel on regardait les matchs depuis qu'on est petit. Zidane, Henry, non ? Toi, t'es fan du Brésil, non, de base ? Non. C'était l'Allemagne, non ? Comme tous les Malgaches. Ouais, en vrai 98 c'était l'équipe de France. Oui, 98 c'était l'équipe de France. Il gagnait bizarrement. Donc, on va revenir sur ce match face à l'Espagne en demi-finale où on perd 2-0, où l'équipe était complètement absente. Hein. On n'a pas eu de jeu, il n'y a rien eu. On a été dominé. On attendait le trio offensif exceptionnel qui était là pendant toute la Coupe du Monde éteint. Aucune issue. Comment vous expliquez cette demi-finale et cet échec Vas-y. C'est très simple. Deschamps, il a foiré sa tactique dès le départ. Oui, problème tactique dès le départ, mauvais choix tactique. Déjà, le fait de titulariser Tchouaméni. En réalité, c'est pas si idiot que ça de l'avoir titularisé. Je pense que dans l'équilibre du début de match, on aurait pu espérer un Tchouaméni qui rentre bien dans l'équilibre de jeu. Mais malheureusement, à cause des faits de jeu, penalty, ça a changé la donne et on n'avait plus besoin d'une sentinelle qui restait derrière la défense. On avait besoin de projection. Et il a attendu. Et Tchouaméni, il a créé un nouveau poste, comme on dit, c'est le faux 6. Hein, il n'y a que Tchouaméni que tu retiens dans le second. Non, mais c'est le début, c'est le point de départ de tout. C'est le fait que en fait, l'équipe elle se divise en deux. Tu as toute la partie, tu as toute la défense là, tu n'as personne au milieu. Et face à un milieu à 3, quand tu as un double pivot, c'est foutu. C'est foutu. Un milieu à 3 comme l'Espagne, c'est pas des petits milieux. Hein. C'est Rodri. C'est qui a joué ? C'était Rodri. Fabien Ruiz et Olmo, ouais. Olmo, donc un trio de milieux très techniques qui savent garder la balle, qui savent jouer dans les petits espaces, qui n'ont pas peur du pressing
et qui, à chaque fois, il trouvait une solution sur. Quand il y a un pressing qui est fait sur l'un, il y a toujours une troisième solution, alors que chez nous, en face, tu avais Tchouaméni qui était derrière McMignon, derrière les buts. Et t'avais du coup Solo, Rabiot, se fighter tout seul à chercher la balle au milieu. Donc c'est fini. Bon. T'avais Olysée qui redescendait de temps en temps, mais c'est Olysée. Et puis Rabiot qui se fait. Il se fait manger par les trois, c'était du taureau au milieu de terrain et fini. Mais moi je trouvais qu'il jouait bien à première mi-temps. C'était le seul d'ailleurs qui est un peu arrivé dans les premières 20 minutes, je pense qu'on peut faire quelque chose. On peut gagner même limite parce qu'il y a la première contre-attaque qu'on a là avec Mbappé et Dembélé. Pour moi, c'était la façon de jouer qu'il fallait faire. Il fallait créer la peur chez l'Espagne avec nos contres rapides et tout. Et ça n'a pas été fait. Ça a réussi, ça n'a pas été conclu. Ils ont eu penalty et après c'était foutu à partir de là. Avant de te donner la parole, est-ce que la décision de Deschamps de changer, d'enlever Rabiot à la mi-temps, pour toi, elle était bonne du coup ou pas? Pas bonne du tout. Carton jaune. Pas bonne du tout. Il avait un carton jaune, mais je pense que tactiquement, c'est une finale. Tu perds 1-0. Pour moi, tu joues pour gagner. Tu vois, tu joues pas pour encaisser plus. Enfin, t'espères gagner avec les gens qui veulent gagner. Voilà. Donc, si ça avait été un match, je sais pas moi, un match de demi où tu peux encore retourner sans. Là, il y avait rien d'autre à faire. Attaquer, projection. Et ça n'a pas été fait. Il a gardé Tchouaméni jusqu'à la fin. Ok. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de... J'ai pas grand chose à rajouter. Je pense que la France, elle était pas trop dans le match sur le début. Je pense que déjà les choix tactiques de mettre Dean qui s'est fait tellement manger par Yamal sur le début de match, je pense que c'était un mauvais choix. Je pense que l'impact de Tchouaméni au début de match, surtout en termes défensifs, je crois, ou en termes de relance, c'était pas du tout ça. Ça se voit qu'il était pas en forme en fait, il était pas à 100%. Ouais, j'ai oublié qu'il était blessé aussi. Et ça c'est décevant. Et puis voilà, après derrière, l'équipe elle a très mal joué. Je sais que les choix tactiques ils étaient là, mais tu voyais quand même que les joueurs, on dirait qu'ils avaient plus l'envie. Surtout après le deuxième but, pour eux c'est déjà fini en fait. Plein d'erreurs techniques dès le début, Olysée qui foutait n'importe quoi. Ouais, je pense que déjà il y avait cette pression là aussi d'essayer de chercher l'égalisation. Ouais. Je crois que l'équipe de France elle a jamais été dans cette position là depuis le début. Je pense qu'on a toujours marqué en premier, non? Ouais, si, on a toujours marqué en premier. Ouais, et donc c'est une nouvelle situation qu'ils connaissent pas. En plus en demi-finale, tu t'encaisses un but à la 6e minute. Je pense que mentalement c'était dur pour eux et ils avaient eu du mal tous. Moi j'ai un truc j'ai une analyse un petit peu sur comment Deschamps il prépare. J'ai l'impression pour moi que Deschamps il n'arrive pas à préparer les joueurs. Peut-être que c'est une conclusion très hâtive, hein. Mais j'ai l'impression quand je regarde mentalement il n'arrive pas à les préparer parce que même en 2018 quand on gagne la finale, les joueurs ils débutent le match nul et ils étaient nuls. Ouais. Et ça pour moi c'est vraiment un manque de préparation. Le coach n'a pas réussi à les faire focus, concentrer, c'est pas comme Marteta, le stress, etc. Deschamps, c'est en fait j'ai l'impression que son coaching c'est beaucoup de coaching de directive, genre c'est plus garder le système, tu vois, dans ce style là, genre rester bien, des fois chacun joue son rôle, reste là machin. En gros ça donne pas trop de liberté aux joueurs de pouvoir se motiver eux-mêmes, de faire le truc. Du coup, ils sont plus stressés par ce qu'ils doivent accomplir dans le match plutôt que par ce qu'ils doivent produire en termes de jeu, tu vois. Ouais, et peut-être limite, pour moi, Tchouaméni, par exemple, pour moi, c'est une directive de Deschamps, reste devant 5 à 5 devant la défense. Et pour moi, il a fait ça parce que Deschamps lui a dit de le faire, tu vois, par exemple. Et peut-être qu'à ce niveau-là, au niveau de la motivation des joueurs, je pense qu'il s'attend à ce que son capitaine le fasse à sa place, peut-être. Sauf que le capitaine il est isolé là-bas devant, lui non plus il n'a pas de ballon donc, ouais. Et après tu vois aussi que Mbappé il est frustré sur le match et au lieu de motiver les autres en fait il est frustré lui aussi et c'est pas bon en fait. Il n'y avait pas de balles, on ratait des actions et des contrôles, mauvais contrôle et tout. Et attends, il y avait un truc que je voulais dire mais j'ai oublié. Au-delà de ça il y a quand même beaucoup de déceptions chez beaucoup de joueurs. Olysée, Dembélé, oui, globalement, les joueurs n'étaient pas au niveau pour ce match. Ouais. Pas au niveau, mais dommage parce qu'on aurait pu la gagner, quoi.
concrètement, qu'est-ce que vous aurez fait à la place de Deschamps ? C'est facile après coup, mais est-ce que par exemple vous aurez mis au milieu de terrain Zahir Emery, Kanté, parce qu'on a plusieurs milieux à dispo, comment il s'appelle un autre milieu de terrain, Koné, est-ce que c'était Koné qu'il fallait mettre dès le début avec Rabiot, Rabiot pour le coup était constant et était un bon joueur durant toute la Coupe du Monde, mais ouais, ou même changer de système, mettre un milieu de terrain à 3 pour avoir un peu l'équilibre face à l'Espagne. C'est ce que je voulais dire, que vous vouliez, c'est qu'en fait l'Espagne a joué pour contrer la France, mais la France a voulu jouer son jeu mais n'a pas assumé son jeu. Tu vois. Genre quand tu es une équipe qui a l'ascendant psychologique tout au long de la compétition et que tu es censé être celle qui domine, tu es censé pouvoir imposer ton jeu. Sauf que les joueurs sont frileux dès le départ, tu as des contrôles qui sont ratés, les contres ils sont mal faits. Normalement, c'est là que tu dois être létal et tu dis voilà notre jeu, on vous l'impose. C'est le contraire qui s'est passé, c'est que du coup, l'Espagne a bien préparé son comment nous contrer avec un milieu à 3, comment bouffer le milieu de terrain, comment empêcher Mbappé de prendre la profondeur en mettant toujours le gardien très avancé, en mettant toujours Koubarsi collé à lui en permanence dès qu'il a la balle. Donc tu avais toujours moins 2 joueurs, plus le gardien qui contrait Mbappé. Et ils ont tout fait pour nous contrer. Sauf que nous, on n'a pas su imposer notre jeu quand il le fallait. Donc c'était, comme tu dis, psychologiquement, la France n'était pas préparée. Quoi. Ouais, c'était une bataille psychologique, je pense qu'il n'y a rien à redire. La France devait garder son statut de favori et devait le montrer. Même s'ils se prennent ce penalty à la 6e minute, c'était pas la fin du monde en vrai. Et Rabiot, c'était vraiment le joueur pour moi qui a montré que tu peux toujours continuer à être combatif et tenter des choses. Je crois que toutes les occasions qu'ils ont eues sur la première mi-temps, c'était grâce à Rabiot. C'était grâce à Rabiot. Ça part de Rabiot, puis voilà. Les deux, ils ratent. Aïe. On va juste revenir du coup sur... on parlait de leader. On va se focus un peu sur Mbappé. Là. Est-ce que vous êtes satisfait de son leadership pendant cette Coupe du Monde ? Est-ce que vous vous dites... Ils sont allés en demi-finale, c'est une bonne chose déjà d'aller en demi-finale. Mbappé, meilleur buteur de la compétition, mais aussi il a marqué l'histoire en étant meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. 10 buts dans cette Coupe du Monde. Est-ce que globalement, Mbappé, capitaine de l'équipe de France, pendant cette Coupe du Monde, c'est une réussite, ou bien parce que le résultat est négatif, c'est un échec? Comme on s'est dit, c'était son premier test. L'Euro, il est déjà capitaine déjà. Il était déjà capitaine, mais c'était le moment où il s'est blessé au nez. Du coup, il a dû jouer avec le masque. Et du coup, c'est un peu foiré, un peu tout. Enfin, il jouait mal. Quoi. Du coup, l'excuse, c'est le nez. Non, mais c'est pas ça. C'était pas. Ton capitaine, il est blessé et on le force à jouer. Il aurait dû rentrer. Enfin, tu vois, même psychologiquement pour lui, tu peux pas vraiment assurer un truc quand toi-même t'es pas à l'aise sur le terrain, tu vois. Okay. Et il aurait pas dû jouer les matchs. À ce moment-là, il a dit d'ailleurs après dans des interviews, je crois, qu'il aurait pas dû jouer, qu'il aurait dû rentrer à ce moment-là parce que c'était juste trop difficile de jouer. Et donc oui, c'était son premier test cette Coupe du Monde, première fois en tant que capitaine de l'équipe dans une grosse compétition. Pour moi, c'est une réussite. Je pense qu'il a prouvé qu'il peut le faire, autant en dehors du terrain que sur le terrain. Est-ce qu'on parle de Mbappé directement ? Tu parles de Mbappé plus tard ou pas ? Non, là c'est focus Mbappé, là, sur le leadership, le capitanat. Ouais. Le problème, enfin peut-être déjà parler des points positifs, c'est que il a su nous montrer qu'il est capable de mener ses hommes, de pouvoir donner l'exemple en défendant, c'est ce qu'il reprochait tout à l'heure, avant, qu'il est capable de débloquer les situations. Comme d'hab, quand tout le monde est en dessous, comme tu dis, à chaque début de match, ils galèrent. Ils n'ont pas le truc. L'équipe de France, ils savent pas commencer les matchs. Et c'est lui qui, à chaque fois, débloque le truc. Sauf en demi-finale. Qui libère tout le monde et qui, du coup, le fait pas en finale. Et qui, du coup, sera responsable de ne pas avoir débloqué la situation. Donc, pour moi, il souffre de ça, du fait qu'il n'est pas que capitaine, mais il est aussi le point sur qui les gens comptent pour débloquer, pour que les autres disent « Ah putain, c'est bon, on est plus responsable. » Mais toi, tu veux parler de lui, tu veux parler de lui en tant que capitaine ou juste en tant que, de sa performance sur la Coupe du Monde là, qu'il a fait? Il y a deux sujets, ouais. D'abord capitaine, après là on va parler du jeu. En tant que capitaine, je sais pas trop, j'ai pas vraiment un vrai bilan à donner parce que en fait pendant cette Coupe du Monde là,
la France n'a jamais été en difficulté que lors de la demi-finale. Donc, son apport en tant que capitaine sur le terrain, je le vois pas trop. Après, par contre, son discours hors terrain, sur les interviews qu'il fait après match et tout, je trouve que c'est très intéressant, qu'il protège les joueurs, Il a fait le job. ouais, qu'il fait le job. Donc, Il ouais, pointe pour moi, personne. c'est ça. Regarde, pour moi, genre le match du Paraguay, là c'est une preuve d'être un bon capitaine pour moi à ce moment-là, c'est de pouvoir canaliser tout le monde et de dire, hé les gars, on se calme, on se calme, on se calme. Mais est-ce que tu l'as vraiment eu sur le terrain faire ça? Bah si, Parce que je pense que je vois toute l'équipe qui l'a fait, mais justement, qui l'a fait. Mais si lui il le fait, tout le monde va le faire, tu vois. Parce que si lui il le fait pas, Par contre, ouais, son attitude avec les Ouais. joueurs du Paraguay là sur ce match c'était est incroyable. bah, c'est lui qui a porté l'image à la France à ce moment-là et du coup qui a motivé tout le monde à faire pareil, tu vois. C'est capitaine à ce moment-là. Parce que c'était la cible. C'était lui la cible de base. Faire énerver Mbappé pour qu'il déjoue et il rate son penalty, sauf qu'il le rate pas. Ouais. Après, ça va, cette nouvelle équipe, c'est un nouveau cycle, c'est un cycle complètement différent de ce qu'il y a eu à l'Euro et de ce qu'il y a eu sur la dernière Coupe du Monde. Je pense que son capitana est beaucoup plus légitime sur cette Coupe du Monde en tout cas. Je trouve qu'elle est plus légitime parce que j'ai l'impression quand même que les joueurs sont plus derrière lui qu'ils auraient pu l'être sur les précédentes confrontations. Moi je l'avais dit à l'époque. Que ça allait être le lien entre les plus expérimentés et les plus jeunes. Parce que tu mettais quelqu'un de l'ancienne génération, genre un Griezmann ou un truc à ce moment-là, comment tu veux qu'il aborde les plus jeunes, genre les Olysée, alors que Olysée il est à l'aise directement avec Mbappé, la connexion. Mais là, tu peux pas savoir, parce que c'est une hypothèse que tu dis, mais tu peux pas Pour savoir. moi, c'était ça le truc, c'est que c'était le bon lien entre les deux générations. Ceux de la Coupe du Monde 2018, les résistants, du coup, ceux qui restent. Mais il y a qui de 2018 qui sont encore là Bah, il y a Rabiot, il y a 2018 2017, il y a Rabiot, Rabiot, non. si, Rabiot, les champions du monde. Non. Non, je crois Non, pas qu'il non, a été non. sélectionné Attends, il y en a 2018. Hein. Upamecano. Upamecano. Non, il n'était pas là. Non, c'est il y a très peu qui sont de 2018. Je te dis, toute cette Il y a- équipe-là, c'est une nouvelle. fini, Hein. ouais. Attends, Il y a que Dembouz, je crois, qui est. Oui, Dembélé, Mbappé, Et Kanté. Kanté. Et Kanté qui a jamais Kanté, joué. ouais. Et pourquoi, C'est tu vois, tout. il a jamais joué Kanté et qui d'autre? c'est tout. Oui, mais du coup, oui. Il y Mais... a- Et c'est pour ça que, oui, en fait, cette équipe, elle est bien pour lui parce C'est qu'il une y a, nouvelle équipe. il y a une nouvelle équipe. Et Qui c'est arrive lui. à le... Et c'est lui qui est entre guillemets le plus expérimenté de cette Mm. équipe-là. Donc Exactement. en fait, c'est pour ça que je dis Par que là, son capitana, il est légitime. Oui, il l'a dit. Dembélé, Mbappé et Kanté. Hernandez Ah, voilà, Ah, Hernandez, oui, oui, ouais, voilà, Hernandez. c'est ça. Ouais. Mais non, Mbappé. Ok, donc globalement, Le GOAT, le quand même. leadership, il était là, il a su assumer, Ouais, il a Ouais, pris ses ouais. responsabilités en tant que leader et capitaine. Je pense qu'on est tous. Toi, t'es d'accord aussi? Oui, moi j'ai eu aucune critique. La communication externe, j'imagine interne, etc. était ok. Mais maintenant, si on aborde le jeu tactiquement, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que Il joue au Dorec, c'est ça? non, que c'est le terme qu'on n'aime pas, mais qu'il vampirise le jeu de l'équipe de France parce que Non, je suis pas d'accord. parce que c'est Kylian Mbappé, leader de l'équipe Non. technique, hein, je parle là dans le jeu. Est-ce que vous avez senti que du coup tout le monde attendait de lui, il avait cette charge sur les épaules pendant les matchs et que, comme tu le dis, s'il débloque pas cette situation, t'as pas une équipe qui va Ouais. pouvoir débloquer la situation par la suite, à part lui, et du coup tu dépends d'un Kylian Mbappé, comme Dépendrait d'un Messi. comme le L'Argentine Portugal dépendrait de Messi. dépendrait de Cristiano, parce que même si c'est pas exactement la même chose, hein, mais Bah, je pense tactiquement c'est faux. Tactiquement c'est faux dans la mesure où c'est sur cette Coupe du Monde là qu'il a vraiment joué son rôle de neuf en profondeur qui prend les espaces. Il est vraiment beaucoup plus resté dans l'axe et en profondeur devant à la limite de la défense. Il a beaucoup moins décroché que dans ses matchs d'avant là où il faisait le jeu parce qu'il faisait confiance à Olysée. D'ailleurs c'est le truc, la fameuse rumeur comme quoi qui dit que Mbappé en fait il accepte un rôle que quand il y a un mec aussi fort que lui au milieu de terrain qui arrive à jouer son jeu, tu vois. Donc là, il a accepté de rester debout. Donc tactiquement, pour moi, il a joué son rôle. Par contre, là où je te rejoins, c'est que psychologiquement, il y a un gap entre lui et les autres, en fait. Psychologiquement, quand tu te rends compte que tu as quand même un ballon d'or, un leader de son équipe au Paris Saint-Germain qui a permis à son équipe de gagner la Ligue des Champions 2 fois en étant un acteur majeur, qu'il arrive à qui s'éteigne comme ça face à Mbappé,
Enfin, moi, je trouve pas ça, c'est pas normal, tu vois. Et c'est pas que la faute de Mbappé, c'est aussi la faute de Dembélé, hein, en réalité. C'est même beaucoup sa faute avant et peut-être après Mbappé qui je sais pas, comment dire ça, qui catalyse un petit peu cette Oui, tu veux aura. dire que Mbappé, en fait, avec son aura, il Ouais, il va il éteindre prend les beaucoup autres, trop de place ouais. sur le terrain psychologiquement Et même en dehors du terrain. et même en dehors du Ouais. terrain. Et pareil, c'est pour ça que des joueurs comme Barcola ou Doué, ils arrivent à mieux s'intégrer dans la tactique, être Parce plus qu'on les impactants. oublie un peu. Parce qu'on les oublie un peu, Ouais. ils n'ont pas cette pression-là en fait Ouais. de faire quelque chose. Alors que eux, ils ont non seulement la pression de leur propre statut, mais ils ont aussi le fait de devoir être responsable de gérer Mbappé en fait, de pouvoir le fournir le en fournir jeu. en jeu, en et truc. ils sont sous pression de ça. Ils sont sous Mhm. pression de ça. Et donc ça vampirise pas le jeu, ça juste que psychologiquement, voilà. Et Olysée, il a réussi, par exemple, c'est ce genre de joueur qui arrive à se mettre au niveau de Mbappé psychologiquement et qui du coup arrive à combiner avec lui. C'est pas le cas de Dembélé malheureusement. Dembélé il y arrive pas. Je sais pas, c'est une Bah, faute de il a- respect ou je sais pas, mais. T'es d'accord avec Pour moi, le il fait Je est- que- suis pas il est d'accord, pas hein. Je réussi. trouve que Dembélé, il est C'est pas, comme... non mais c'est pas le Dembélé de Paris. C'est pas tu vois, c'est pas la même niaque, la même. Je suis pas d'accord. Oui, Bah oui, c'est pas le même poste. c'est pas le même poste, mais non, mais il a joué ça toute sa carrière, c'est pas possible. Bah non, les 2 fois où il gagne la Ligue des Champions, c'est oui, parce mais il qu'il a joue joué à ce en pointe. poste-là toute sa carrière. Pour moi, c'est pas une excuse, je le poste parce qu'il peut très bien jouer au centre. Il a fait ça, il peut jouer dans. Quand un joueur change de jeu, Ouais. t'es d'accord qu'il est moins à l'aise? Bah, Mbappé, il a changé de jeu, Il il a fait change de 50 poste. buts, hein. Oui, mais là, du coup, Mbappé, on part de l'instant. Liga, 50 buts à en gauche, Liga, 50, en Liga. 50 buts à gauche, 50 buts au milieu, Oui, que ce soit du au coup. Paris ou en Liga. Oui, Donc, oui, moi, je c'est suis pas une d'accord, excuse. justement. Là, on est sur l'instant T. Ouais. Mbappé, il est à son poste. Il maîtrise ce poste-là Ouais. en pointe et il a marqué avec Que le depuis Real. 2 ans. Tu Que trouves depuis qu'il 2 maîtrise ans. ce poste? Que depuis 2 ans, il ne Depuis- le maîtrise pas totalement d'ailleurs. Voilà, Enfin, donc en fait, si tu peux pas reprocher aussi à Dembélé Bah voilà, c'est ça qu'on... de pas jouer sur son poste depuis 2 ans, ans. et là, la Coupe du Monde, on le fait jouer à droite, et franchement, pour moi, il fait le taf, hein. mais- Si tu il fait regardes ses largement le stats, taf. c'est une réussite. Bah, Le nombre de pour passes moi, c'est de la décisives et le nombre de déception. buts. C'est de la déception parce qu'il peut faire largement mieux pour moi. Pour moi, il a. En fait, quand tu regardes. Moi, quand je regardais Dembélé à Paris, bon, j'ai l'habitude de dire qu'il me fait pas peur, mais en réalité, quand il a la balle, il y a quand même un truc imprévisible, tu vois, qui fait que t'as peur. Mais là, j'ai senti à aucun moment comme Dembélé touche la balle, j'ai dit. Il va reculer, il va passer derrière, tu vois. Il va pas essayer de passer, il va passer derrière. Après, tactiquement, il a. Je dis pas qu'il apporte pas un truc. Hein, enfin, voilà, je suis pas en train de cracher sur lui en mode il a fait une Coupe du Monde de merde ou un truc comme ça, il était nul. Non. C'est juste qu'il pouvait faire largement plus. Comme il était Mbappé. capable de plus. Comme tout le monde, en fait. C'est ça Non, que tu veux dire. Lui en particulier, il pouvait largement plus. Parce que il a très fort. Enfin, j'ai vu, malheureusement, je suis pas fan de Paris, mais quand je le voyais, quand il a joué contre Chelsea notamment. Moi, je trouve que tu es assez dur avec lui parce que statistiquement, il a marqué quasiment à toutes les phases Ouais. soit une passe décisive, soit un but à chaque phase éliminatoire. Il n'était pas là en phase de groupe, c'était encore les débuts. Il a marqué que je crois le 3e match. ça, c'est Et un après argument. là, ça a lancé Ça, son c'est un son truc. argument pour moi, parce que c'est là où je reviens tout à l'heure au rôle de Mbappé dans cette équipe-là. C'est que Dembélé arrive à briller que lorsque Mbappé a marqué en premier, elle a délivré de sa responsabilité à lui, tu vois. Mais si tu dis que Et Mbappé c'est est ça le leader, problème. c'est normal ou ça pas non, mais justement, c'est ça le problème. Pour moi, Dembélé devrait être aussi capable de faire ce que Mbappé fait pour l'équipe de France. Moi, Comme Olysée arrive à le faire avec ses passes décisives. Moi, je tu sais vois. pas. Après, Dembélé, il sort une saison compliquée aussi. Après, il était blessé et Il tout, était mais blessé, il ouais, est fatigué. Il retourne, ouais, bien sûr. C'est difficile pour lui. Il joue à un poste où il est plus habitué. Moi, le poids, c'est vraiment pas une excuse. Non. Pour moi, C'est- c'est dans la tête, tu vois. Mais c'est ça le truc, c'est qu'en gros, moi, le problème, c'est ça. C'est quand je te dis Mbappé, il y a eu combien de matchs au total 6 matchs 6 matchs Je sais pas, ouais. Un truc comme ça 6 matchs depuis 3 matchs de poule, là 3 matchs, 16e, 8e, quart, demi. Demi, donc ça fait combien 9. 9 matchs 9 matchs 9 ou 8. Ouais, un truc comme ça, bref. Sur 8 matchs, disons, il y a un seul match où Dembélé est le game changer. Dans les 9 autres matchs, il fait le break. Et c'est même pas lui qui fait le break, c'est Barcola qui fait d'abord le break. En général, plus souvent. Le sujet Dembélé, donc Andy trouvait que qu'il attendait plus de Dembélé parce qu'il est Ballon d'Or
Du coup, je te laisse finir ton... En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans la construction des matchs de l'équipe de France, on a toujours eu le même schéma, pour moi, à mon sens. Un momentum où tu as Mbappé qui va ouvrir le score sur une passe d'Olysée, qui va donc débloquer psychologiquement le match et qui va rassurer Dembélé et toute sa clique pour essayer de mieux jouer. Pour moi, c'est comme ça que je vois les matchs de l'équipe de France tout au long. Et ça nous a d'ailleurs donné cette illusion-là d'une équipe de France qui est très, très forte, qui est très libérée. Mais en fait, c'est pas totalement le cas. C'est juste que Mbappé et Olysée font cache-misère parce qu'ils débloquent les situations avec des trucs un peu impossibles, des passes magiques d'Olysée, des trucs comme ça. Après, derrière, c'est là que Dembélé et Barcola vont faire le break derrière. Et là où je dis, c'est que pendant la finale, la demi-finale, le seul moment où Olysée et Mbappé n'arrivent à rien, moi j'attendais que Dembélé soit le game changer pour prendre cette place-là, prendre ses responsabilités, montrer ce qu'il est capable de faire, parce qu'il est capable de faire plein de choses. Il a les 2 pieds, on va me dire, il joue pas à son poste, mais il a joué à ce poste pendant des années, il a performé à ce poste-là pendant toute la Coupe du Monde, il a marqué 5 buts. Un truc qu'il n'aura jamais fait en toute sa carrière d'équipe de France. N'oublions pas qu'il n'a aucun match référence en équipe de France depuis. Et que cette Coupe du Monde-là, c'est la première fois qu'il a des matchs référence. Et il a marqué 5 buts à ce poste-là. Pour moi, ce n'est pas une excuse que ce poste-là soit un frein pour son développement en équipe de France. Donc, pour moi, il devait faire plus. Pour moi, c'est lui qui devait prendre les rênes quand les deux sont éteints. Et il ne l'a pas fait. Il s'est caché. Et c'est décevant parce qu'il aurait pu faire de sa Coupe du Monde une des meilleures de sa carrière, en équipe de France en tout cas. Ok. Rapidement, Steven, parce que comme ça on enchaîne après sur... Moi je suis pas d'accord. Merci. Moi je suis pas d'accord non plus. Non mais l'attaque de l'équipe de France elle était dynamique, tu vois, tu peux pas dire que Dembélé il a joué que à droite, il a joué ça aussi bougeait, dans l'axe, c'est sûr, ils ont c'est sûr, tous c'est bougé. sûr. Mais je pense qu'il a fait son travail, il a fait quand même de bons matchs. Non, et franchement tu peux pas lui dire que c'est que t'attendais de lui qu'il fasse mieux que les autres sur ce match contre l'Espagne, parce que en fait tout le monde a mal joué et tout le monde a essayé de faire quelque chose et personne n'a réussi. Donc oui, c'est sûr pas que dire tout le monde était nul. Il était pire que les autres, quoi. Là, tout le monde est Pour moi, s'il y avait quelqu'un qui était pire que les autres, c'était Mbappé. Ça, c'est totalement faux par contre. Chouameni et Olysée, c'était un des Non, on pires. parle des attaquants, on parle des attaquants. Ah, mais Olysée, c'était le pire quand même. Je veux pas dire ça. Olysée, c'était le pire. Il a raté tout ce qu'il voulait faire. Donc, ils arrivaient Moi, pas je suis à se d'accord retourner. sur le fait que, comme Olysée, pendant toute cette Coupe du Monde, était le le passeur, donc c'est le créatif. Il a été éteint pendant la demi-finale et donc. C'est pour moi, Olysée, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France de toute façon. Sans Olysée, il n'y avait pas de Mbappé. Sans Olysée, il n'y a pas de passe. Sans Olysée, il n'y a pas de Mbappé. Et sans Olysée, il n'y avait pas de dynamique où ils pouvaient essayer de changer leur plan dans l'attaque, de changer leur poste. Et ça... En fait, c'est vraiment ça qui a coupé l'attaque. Ouais, je pense que la stratégie espagnole, du coup. J'ai dit, ils ont joué pour nous contrer. Ils ont réussi à éteindre Mbappé, Koubarsi, machin. Et ils ont réussi à mettre. il y avait Rodri qui était en permanence sur. Olysée n'arrivait jamais à se retourner. Il ne se retournait pas. Il n'arrivait pas à faire son jeu. Il y avait Cucurella qui bouffait Dembélé, mais il se faisait manger. Mais à un point, il a réussi. Il a tenté une seule fois de déborder. Il n'a plus jamais rien tenté après. Dommage. Alors que je pense que Cucurella, voilà quoi, à Chelsea, on l'a jamais vu faire ça. Dans ce débat-là, je suis pas d'accord. Mais non, mais après, moi je suis content de Dembélé malgré tout. Hein. Pour moi, c'est des matchs références qu'il a eu en équipe de France et content pour sa carrière parce que ça commence à faire long quoi. Mais c'est vrai qu'on est toujours plus comment on appelle ça, on attend un peu plus des gens qu'on adore et qui sont des ballons d'or, qui sont des super Non, joueurs. c'est sûr. On met un peu plus de responsabilité sur eux, notamment sur Mbappé qui pour moi aussi aurait dû faire quelque chose, il n'a pas réussi. Moi, cette demi-finale-là, ça va être de l'expérience pour lui en tant que capitaine pour savoir comment il faut faire pour gérer une équipe quand elle est pas dans le match. Je pense quand même qu'on l'a un peu remarqué sur le match de la 3e place, là, vu qu'ils prenaient 4-0 à la mi-temps. On a oublié ça. Ouais, justement. Parce que là, Mbappé, il a lâché son capitanat. Là, je suis d'accord sur ce match-là. Mbappé, il a lâché l'affaire. Il a dit c'est bon, flemme en fait. Est-ce que c'est pas ça Est-ce que c'est pas justement le discours à la mi-temps qui a fait que... Et bizarrement, justement, il s'est repris à la mi-temps. Il a fait son blablabla à la mi-temps et après tout le monde s'est remotivé derrière et ainsi de suite. Comme quoi ça marche, tu vois. Il suffit qu'il parle, il suffit qu'il prenne ses responsabilités, mais il faut qu'il le prenne. Et s'il se cache,
Est-ce que c'est pas l'illustration de tout ce qu'on se disait tout à l'heure sur le fait que c'est vraiment lui psychologiquement en fait qui déclenche un peu tout. Si lui il baisse les bras, en fait t'as toute l'équipe qui baisse les bras. Exactement. Et c'est pas bien, je trouve. Et c'est négatif. C'est pas ouf. C'est pas ouf. On va parler de Deschamps un peu parce que donc on a eu l'annonce de son départ. C'était sa dernière Coupe du Monde et dernière fois en équipe de France. 14 ans à la tête de l'équipe de France. Est-ce que c'est un bilan positif ? Il a quand même une Coupe du Monde, plus plusieurs finales, notamment finale de l'Euro en 2016, finale de la Coupe du Monde en 2022, demi-finale en 2026. À l'Euro, c'était demi-finale aussi, je crois, où on a perdu contre l'Espagne. Ouais. Encore une fois, à l'Euro, le dernier Euro. Non, c'était en demi ou même avant ? Non, demi ? Demi ou quart, on a perdu contre l'Espagne. Ouais. Mais est-ce que vous retenez du coup la deuxième étoile ? Bilan positif, c'est une légende, c'est Deschamps, c'est un joueur et un coach magnifique. Ou est-ce que vous retenez le fait que, comme je disais tout à l'heure, Deschamps, au moment le plus important, au moment décisif ou dans les matchs super importants, il n'arrive pas à mobiliser son équipe pour qu'elle soit mentalement et psychologiquement prête pour gagner tous les matchs ? Bonne question. Très fier de sa question. En général, pour moi, un bilan positif. Je pense que c'est l'entraîneur qui a eu le plus de reconnaissance, enfin plus de victoires, je crois, sur sa carrière de sélectionneur. C'est pas rien. Je pense. Après, ça, c'est un avis de supporter, c'est pas un avis d'analyste, etc. Mais je pense qu'il y avait un moment où il devait lâcher l'affaire. Je pense qu'il y a un moment où il y a un nouveau cycle qui doit se faire dans le changement de sélectionneur. Et peut-être qu'il n'a plus la carrure nécessaire, surtout au niveau de cette génération-là, pour donner cet élan de motivation. Je pense que si tu vois les matchs de 2022, tu vois quand même un Deschamps un peu plus enragé, un peu plus ambitieux, on va dire, peut-être, je sais pas. Mais oui, il y a vraiment eu un problème depuis l'après-Coupe du Monde 2022. Où tu sens vraiment qu'il y a eu un déclin dans cette équipe de France. Et que jusqu'aux éliminatoires d'ailleurs. Hein. Moi, je pense que la Coupe du Monde, elle a sauvé sa fin de carrière parce qu'elle aurait pu être pire en fait. Ouais. On dit. Non, je suis d'accord avec toi en partie. Moi, je vais peut-être faire un petit peu avocat du diable. Je pense que c'est une très belle carrière en tant qu'entraîneur sélectionneur de l'équipe de France pour Dédé. Mais si tu compares au top mondial, je pense qu'on a eu une image qui a circulé sur le nombre de trophées qu'a eu d'autres entraîneurs. Je ne sais pas qui c'était exactement. Je pense que tu as eu l'entraîneur de l'Italie ou l'Espagne, je ne sais plus. L'Espagne ou de l'Argentine, c'est ça, non ? Ouais. Bref, il y a trois trophées vs seulement une Coupe du Monde pour Deschamps. Si on est sévère avec lui et si comme on serait sévère avec Mbappé, techniquement, il a gagné qu'un seul grand trophée majeur. Beaucoup de victoires, mais des victoires qui ne comptent pas finalement. Donc, je pense que c'est à nuancer, mais je pense que c'est quand même la meilleure équipe de France de ces dernières années-là, depuis l'ère Deschamps, depuis 98 même, je pense. En réalité, je ne sais pas ce qui s'est passé Laurent Blanc. Il y a quand même pas mal de catastrophes. Juste avant, entre Raymond Domenech, Roland Blanc. Oui, c'est sûr que c'est celui qui a relevé le niveau de l'équipe de France, qui a remobilisé l'équipe de France et surtout qui nous a réconciliés avec l'équipe de France. Réconcilier les supporters avec l'équipe de France, c'est Deschamps, hein, donc c'est un gros travail malgré tout. Donc, bilan politique, pour moi, il est incroyable pour le DD. Bilan footballistique, nuancé. Nuancé, mais ça reste quand même grand entraîneur. Et merci Dédé. Merci Dédé. J'aime pas son style de jeu, mais merci. Merci vraiment. Et justement, moi, je trouve que cette Coupe du Monde-là, c'était pas son style de jeu. Enfin, ouais. Et il a pris des risques. Il a perdu. Non, parce que moi, je pense, la chatte à Dédé de je pense que la demi-finale, il est revenu dans ses travers. Ouais, bah, c'est ça. Ouais. Ben, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est la préparation mentale. En fait, Deschamps prépare ses joueurs à subir, j'ai l'impression. Ce qui fait que les joueurs ont peur quand ils jouent et prépare pas ses joueurs à écraser leurs adversaires, tu vois. Ouais. Contrairement à, je sais pas, regarde, il y a Yamal, comment il se permet de parler à chaque fois dans les matchs de l'Espagne. On va les détruire, on va les battre. Ils nous ont jamais battus. Tu as de la confiance.
Du coup, c'est les joueurs qui le font entre eux-mêmes, mais j'ai l'impression que c'est pas le discours de Deschamps, c'est toujours dans la mesure. On va pas... C'est l'humilité de Deschamps. Oui, c'est peut-être aussi est-ce que l'humilité c'est pas qui fait ça. négatif quelque part sur les joueurs parce que du coup ils n'arrivent pas Oui, peut-être qu'en interne, il devrait être plus, plus... en externe, ouais. rester humble, mais en interne. on va les écraser. Ok, bon, et ensuite, annonce il y a quelques jours d'ailleurs de Zidane, qui est son remplaçant. La légende, le joueur, la légende en tant que coach du Real Madrid, où il a gagné 2 ou 3 d'affilée, la Ligue des Champions. Il n'a pas travaillé pendant plusieurs années. J'ai écouté rapidement son interview. Il a attendu, en fait, il a refusé pas mal d'offres, de clubs, etc. Parce que son objectif, c'était l'équipe de France, c'est ce qu'il a dit. Donc il a toujours voulu ce poste-là ultime. Déjà, première action de votre part, Zidane, c'est genre, vous êtes trop content, c'est ce qu'on voulait tous, j'ai l'impression, globalement. Tous les supporters de l'équipe de France voulaient Zidane par la suite. En soi, j'attendais pas grand-chose en réalité. En réalité, Zidane ou pas Zidane, je suis pas chaud. Je veux dire que je m'enflamme pas parce que c'est Zidane. Parce que au final, Zidane n'a pas une grande carrière d'entraîneur malgré ses titres, en termes d'expérience en tout cas. Il a eu beaucoup de chances d'avoir concentré. Chance peut-être pas, j'en sais rien, j'arrive pas à comprendre comment il a fait pour gagner autant de titres en si peu de temps. Mais sur la longueur et sur l'expérience d'une carrière d'entraîneur, je pense qu'il les a pas encore. Et pour moi, c'est le moment ou jamais de voir ce qu'il est vraiment capable de faire en tant qu'entraîneur. Et donc, je suis attentif à ce qu'il va faire, au style de jeu qu'il va apporter. Est-ce qu'il y aura un bon équilibre? Parce que, ok, on reproche à Deschamps des fois d'être un peu chiant. Mais le fait qu'ils étaient un ancien 6 et sa capacité à analyser la tactique faisait qu'on avait quand même des équipes de France très équilibrées qui n'étaient pas très sexy mais arrivaient quand même toujours à avoir un bon rapport défensif, un bon rapport offensif. Et est-ce que Zidane est capable de faire ça, par exemple? S'il n'a pas un Ramos ou un Pepe avec lui et gérer des Lacroix ou des Upamecano, des Saliba qui sont pas des profils de joueurs leaders. Pareil, il a pas de CR7, donc il a pas de Bale, oui. Ah si. Ouais, disons que oui, il a un CR7. Il a un CR7. Peut-être qu'offensivement, il a déjà beaucoup plus de similitudes avec ses anciennes équipes. Il y a beaucoup de stars. Ouais, beaucoup de stars. Là, peut-être on pourra lui donner le crédit d'être fort pour former les stars. Parce que justement, ce qui était bien avec le Real à l'époque, c'est que les stars l'écoutaient par son talent. Et sur le terrain, il le montre. Et du coup, il y a cette relation de prof à élève directement, de respect qui s'installe dès le départ. Alors que quand tu as un entraîneur qui parle, alors qu'il ne sait pas faire 3 jongles, tu vois, c'est beaucoup plus compliqué pour un attaquant talentueux de comprendre les directives, tu vois. Avant de te passer la parole, juste quand tu disais il n'a pas beaucoup d'expérience, pour toi on ne sait pas encore exactement, comme contre-argument peut-être que tu vas utiliser, je dirais que Zidane il a quand même été en équipe de France en tant que joueur depuis les minimes, il a passé toutes les étapes, il connaît vraiment l'institution, c'est quelqu'un de l'intérieur, puis il a gagné la Coupe du Monde, enfin est-ce que ça c'est pas un argument justement pour se dire il est super légitime et il connaît exactement comment ça fonctionne. Je lui laisse. Aucune idée. non, mais en fait, pour moi, je pense que Zidane, c'est plus un nom qui fait vendre, Ouais, c'est ça. Parce que c'est une légende, c'est la légende de l'équipe de France. Donc pour moi, c'est un peu la suite logique de quand Dédé il part, qui c'est qui va le remplacer. Il y a que Zidane en fait qu'on peut voir pour être capable de le remplacer, en tout cas dans notre ère actuelle. Et donc c'est plus ça en fait. Donc j'ai pas de hype particulière. Il connaît la maison, oui il connaît la maison, mais ça fait combien de temps qu'il a arrêté de jouer? Ça fait combien de temps qu'il est hors de ce monde-là? Il était avec l'Espagne, il était avec le Real. Il est jamais revenu en équipe de France, que ce soit en tant que coach ou en tant qu'assistant ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'il connaît peut-être plus tant que ça la sélection. C'est le symbole qui va parler en fait. Mais on verra ce qu'il va donner. Comme tu l'as dit, c'est le poste qu'il attendait, qu'il a refusé d'autres postes parce qu'il voulait ça.
Et je pense qu'on peut attendre aussi de bonnes choses parce que il n'est pas resté les bras croisés en attendant, il a déjà préparé son staff. Euh, et le fait qu'il se soit déjà engagé avant même son annonce officielle, pour moi, c'est déjà une note positive. Pareil. Je crois qu'il a genre 20 personnes dans son staff, beaucoup plus que Deschamps à ce qui paraît. Oui. Ouais, Deschamps, il est un comité restreint, lui, il a beaucoup de gens qui vont l'entourer. Ok. Ouais. Tu avais commencé à parler un peu de tactiquement, tu sais pas trop comment ça va donner. Si on se replonge un peu sur comment le Real jouait à l'époque, parce que du coup, c'est vrai qu'il a qu'un seul club où il a géré. Le Real, il jouait avec, je me rappelle, avec un jeu assez vertical. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était lui qui avait un peu fait la découverte de Casemiro au milieu de terrain, qu'il avait mis titulaire, qui était encore jeune. Il avait réussi à trouver. Je sais plus. Ouais. C'était encore avant. Mais en tout cas, il y avait encore Bale. Il avait réussi à trouver un bel équilibre au milieu de terrain, faire jouer, faire exploser ses attaquants. Comment vous projetez là sur l'équipe de France? Même si c'est compliqué, mais comment vous voyez le milieu de terrain? Est-ce que vous voyez que Mbappé restera dans l'axe? Est-ce que vous pensez qu'il va changer complètement tout? Ou plutôt il va rester dans ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde, avec Mbappé en pointe, avec Olysée? Moi, ce qui me sort directement là dans la tête, au Real à l'époque, tu avais beaucoup de personnalités, comme on avait dit, mais ils n'étaient pas potes au Real à ce moment-là. C'est juste que la différence entre ce Real-là et l'équipe de France, c'est tous des grosses têtes. Ce Real-là, c'était des gros professionnels devant. C'était des gros professionnels, autant Bale, autant CR7, autant Benzema. C'était des mecs, tu vois, ils étaient là pour gagner. Et psychologiquement et techniquement, ça a se marier parce que c'était des professionnels. C'est là où le rôle de Deschamps, le rôle de Zidane sera décisif, c'est de pouvoir professionnaliser les attaquants devant et de se dire, les gars, vous êtes amis, ok, machin, mais si vous n'êtes pas potes, que vous soyez potes ou pas potes, il faut être performant sur le terrain. Le terrain, il doit être, il faut que vous donnez votre race pour gagner, quoi. Et je pense que c'est là où il aura son apport. Et au final, Zidane, il avait pas besoin, il gérait juste les égos et gérer des professionnels. C'est ça le truc, pouvoir prendre chaque tête et les converger vers un objectif commun, tu vois. Oui, pour toi, c'est un jeu meneur d'hommes qui va gérer les égos, qui a réussi à favoriser des têtes. Et je pense que tactiquement, ça va reprendre à peu près le même schéma que ce qu'on a vu pendant la Coupe du Monde. Peut-être avec des joueurs en moins. Je pense notamment, peut-être, je sais pas, mais si j'étais Zidane, pour moi, Tchouaméni est plus sélectionné. Je pense que Zidane je pensais que tu allais dire Dembélé. Non, justement, Dembélé, par exemple, c'est le genre de joueur que Zidane va faire exploser pour moi. Parce que Zidane comprend son jeu. Zidane sait comment Dembélé joue, il a les deux pieds comme le fait. Zidane et Dembélé peuvent très bien jouer de la même manière en fait, parce que il a le même talent technique. Techniquement, je trouve que Dembélé a énormément de talent, tu vois, et qu'il lui faut juste lui inculquer quelque chose dans la tête pour qu'il exploite au maximum son talent et pour qu'il le découvre. C'est ce que Enrique a réussi à faire d'ailleurs. Et je pense que Zidane va encore donner plus de grain à moudre à Dembélé, et il est assez mature. Il a encore 4-5 ans avec l'équipe de France, je dirais, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Il a 28 ans là, 28 29, il a 29 ans. Donc je dirais jusqu'à 33 ans à peu près, il va jouer. Peut-être il va jouer. Moi, ce qui m'inquiète le plus, ce serait vraiment le milieu de terrain. Mais c'est ça. En fait, ce milieu de terrain-là, il n'existe plus pour moi à l'ère Zidane, parce que c'est des milieux de terrain qui sont pas techniques. Je pense que Zidane il va kiffer un gars qui sait garder la balle, qui sait jouer dans les petits espaces. Et je trouve que par contre en France, le vivier de milieu de terrain, il est pas ouf. Il est pas ouf du tout. Parce que nos centres de formation préfèrent les attaquants et les défenseurs. Les milieux physiques. Ah oui. Imposants. Ouais, c'est vrai, on n'a pas ouf. Il y a Koné, mais. Oui, ouais. Les Kanté, les Pogba, c'est fini. C'est fini. Ok. Bon, je sais plus trop si. Ouais, non, moi j'ai rien à dire de plus. Je pense que je suis vraiment d'accord avec Andy sur ce qu'on attend de Zidane. Par contre, en fait, vraiment ce qu'on attend, je pense que ça va vraiment être sa façon de gérer les joueurs et de les motiver.
Et d'ailleurs, les formations qu'il a eues, c'est pas forcément des formations de coaching, mais c'est plus des formations de management. Et c'est peut-être un axe qu'il veut vraiment mettre en place pour pouvoir vraiment gérer les égos, je pense. Okay. Tu penses à des Cherki Ouais, plus que, il reste plus beaucoup de temps. Du coup, je pense qu'on est OK avec Zidane. Juste, dernier sujet. Ballon d'or c'est que je voulais aborder. C'est Ballon d'or, pas de transition. Ouais. Vos pronostics, je sais que c'est compliqué. Il y a une question, Andy, que tu avais posée, c'était de savoir si, du coup, cette saison 2025-2026, est-ce qu'elle a rendu le concept même du Ballon d'Or obsolète par le fait que y a personne qui sort du lot en Espagne, pendant les saisons en club, il y a plusieurs joueurs, mais en Coupe du Monde, c'est pas les mêmes joueurs qui sont leaders en Coupe du Monde et pendant la saison en club. Donc finalement, on ne sait plus quels critères choisir pour le Ballon d'Or. Donc je pense que ça va être super intéressant de savoir qui sera. Il n'y a pas de favori, je ne sais même pas qui dire. C'est ça le truc, c'est que. Moi, il y a un joueur, vous me direz si. Il y a un joueur, vous me direz si vous êtes d'accord, c'est Fabien Ruiz. Fabien Ruiz ? Oui. Parce que, c'est mes critères à moi, mais c'est pour ça que chacun a ses critères. Ouais. Pour moi, le critère, c'est qu'il a gagné toutes les compétitions auxquelles il a participé. Est-ce que pour vous, c'est la même logique ou pas du tout ? Pour moi, la question elle est importante parce que, comme j'ai dit, déjà le concept même du Ballon d'Or, il est bizarre dans un sport collectif. Et si tu remontes un petit peu les Ballons d'Or de l'époque, on récompensait le meilleur joueur individuellement. Il se trouve qu'à l'époque, les meilleurs joueurs gagnaient aussi des compétitions et étaient des acteurs majeurs de leur compétition. Donc tu avais très souvent le combo entre être un très très bon joueur pendant toute la saison et gagner un titre derrière. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Et déjà à l'époque, c'était un petit peu bizarre le concept d'un truc, mais là, c'est encore plus bizarre le Ballon d'Or parce qu'au final, tu as des gars qui ont tout gagné, mais qui ont été moyens toute la saison, par exemple. Fabien Ruiz, qui était même blessé une partie de la saison à un moment donné. Comment tu juges un gars qui a plusieurs titres, qui a limite dans sa poche, il y a 4-5 titres combinés, mais qui n'a pas fait une si bonne Coupe du Monde ni une si bonne saison? Comment tu juges des Dembélé qui a eu 2 Ligues des Champions, mais qui finalement s'incline en demi-finale et sans apporter quelque chose de ouf non plus? Comment tu juges un Rodri qui perd la Première Ligue? Ou un Bellingham qui a rien gagné avec le Real et pourtant qui fait une très très bonne Coupe du Monde. Comment tu joues un Kvaratskhelia qui fait une énorme saison plus une grosse Ligue des Champions. Voilà, et qui est absent en Coupe du Monde. Et comment tu juges un Kylian Mbappé qui est le meilleur joueur de la saison, techniquement, statistiquement, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur de la Coupe du Monde, meilleur de l'histoire de la Coupe du Monde, qui individuellement a surperformé sur tout le monde? Comment tu juges un gars comme ça dans le concept de Ballon d'Or? Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais du coup, j'aimerais votre classement votre classement du Ballon d'Or top 3 là. Comme pronostic, il nous reste 2 minutes rapidement. Vraiment dur. Je pense que je dirais. Je reste quand même sur Rodri, sur le premier. Mbappé, deuxième, je pense. Et Bellingham, troisième. Des Bellingham ou Ken, je pense. Ken plutôt. Même si sa Coupe du Monde n'était pas oufissime, franchement, ça. Qui ça? Kane. Harry Kane. Ouais. Sa carrière en club, elle est. Pour moi, le top, c'est un Ken Mbappé. Hein. C'est un Mbappé top 1. Ken top 2 ou le contraire. Et troisième, je dirais Rodri. Ok, bon, on va rester sur ça. Toi, t'as pas donné Moi, je dirais Harry Kane. Ouais. Harry Kane, Dembélé et Rodri. Ok. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Merci. On a été un petit peu long parce qu'il fallait faire un long bilan et je pense que ça a duré pas mal de temps là. Ouais. Et on vous retrouve. Bon courage pour les rushs. On retrouve pour un prochain épisode très prochainement parce qu'on va aborder la Première Ligue qui va commencer là dans quelques semaines. On a tout ça. Ça va commencer le 21 tous les matchs le 21 août, ouais. Et à bientôt. Et peace. Ciao. Ciao.